Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant 1 heure à partir de 17h. Rediffusée à 20h sur Bismart TV. Émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, le bilan d'une semaine agitée sur les marchés avec le repricing de la pause de la Réserve fédérale américaine. Une pause qui est déjà remise en question par les investisseurs qui sont prêts à intégrer l'idée que, au regard des bonnes données économiques persistantes, au regard de l'atténuation ou la stabilisation du stress bancaire aux États-Unis, les investisseurs sont prêts à parier que la Réserve fédérale américaine pourrait remonter encore une nouvelle fois ses taux de 25 points de base. Peut-être pas forcément dès le prochain meeting, qui sera peut-être le meeting de pause, mais la perspective de voir une hausse de taux d'ici le meeting de juillet est aujourd'hui très importante dans les marchés. On a vu donc ce repricing se manifester évidemment sur la partie obligataire avec un 2 ans américain qui est remonté à plus de 4,5% en cette fin de semaine et un 10 ans américain entre 3,75 et 3,80. Aujourd'hui, repricing obligataire et retracement des marchés actions. Après 2 mois de grand calme, on a vu un peu de volatilité réapparaître sur la partie action avec un retracement des grands indices de 2 à 3, 4% en fonction des zones. Le CAC 40 va perdre entre 3 et 4% effectivement sur l'ensemble de la semaine. On reste toutefois dans des zones tout à fait connues, des indices qui restent bien canalisés et le S&P 500 par exemple terminera à nouveau cette semaine entre 4100 et 4170 points comme on le voit depuis maintenant quasiment 2 mois en clôture hebdomadaire pour le marché américain. Fin de semaine et fin de mois quasiment sur les marchés, comme chaque dernier vendredi du mois, ce sera l'occasion de revenir effectivement sur ce mois de mai qui restera quand même un mois de correction légère pour les actifs risqués. Le grand tableau de bord des marchés à suivre dans un instant avec Jean-François Bay de Cantalis et Bertrand Lamiel de Ports-en-Par Gestion. Et puis parmi les statistiques qui marqueront cette fin de semaine, nous suivrons les dépenses, les revenus du consommateur américain pour le mois d'avril ainsi que l'indice des prix des dépenses de consommation aux États-Unis et le core PCE du mois d'avril qui devrait rester inchangé. Il est attendu autour de 4,6% comme la marque du mois de mars. Ces chiffres américains seront publiés en début d'après-midi. Comme chaque fin de mois et comme chaque dernier vendredi du mois, le grand tableau de bord des marchés avec les indicateurs de flux, de collecte et la dynamique des marchés actions décryptés par Bertrand Lamiel avec nous en plateau, directeur général de Ports-en-Par Gestion. Bonjour Bertrand. Bonjour Grégoire. Et Jean-François Bay, le directeur général de Cantalis. Bonjour Jean-François. Oui, bonjour Grégoire. On arrive quasiment à mi-année, mais on a déjà un peu de recul effectivement sur la dynamique de flux, la dynamique de collecte qu'on peut avoir sur cette première partie d'année 2023, à l'issue quasiment de ce mois de mai. Jean-François, comment vous qualifiez effectivement la dynamique d'intérêt qu'on peut trouver à travers ces indications de flux et de collecte? Alors sur le mois de mai, les dernières semaines, c'est assez calme. Il y a une légère collecte sur le marché européen. On parle des flux en Europe sur l'ensemble des fonds distribués en fait, sur les marchés européens. Ça reste calme au mois de mai, avril-mai, ça reste calme sur début 2023. Pour vous donner une idée, comparaison, si on annualise et qu'on veut comparer sur les 10 dernières années, on est légèrement en dessous de la moyenne historique des 10 dernières années, on est légèrement en dessous des 200 milliards de collecte nette. Alors vous allez me dire, 200 milliards c'est pas mal, on les prend. Et... 2019, qui était peut-être la dernière année un peu normale, c'était 250 milliards. Donc on est un peu en dessous des 200 milliards, donc on est assez proche dans les purs. Et loin des 2020 plus 400 milliards, 2021 plus 500 milliards, donc on est en gros sur une année un petit peu décevante. Mais ce n'est pas une année catastrophique non plus, puisque 2022, on se souvient que c'était moins 250 milliards. Enfin, c'était vraiment une année terrible, à la fois en termes d'effet de marché
et d'effet de collecte. Parce que là, on parle bien que de l'effet de collecte. C'est un peu new money, c'est les flux entrant dans l'industrie. On met de côté l'effet de marché qu'on abordera avec Bertrand, qui vient rajouter en fait un peu de baume au cœur aux gérants ou au contraire retirer des encours si les marchés sont négatifs. Donc voilà un peu, j'avais tendance à qualifier ça de wait and see sur la période avril-mai. On est sur des investisseurs qui sont en attente. Alors, décevant aussi et wait and see parce que le mix produit, quand on regarde les flux de collecte, sont aussi plutôt décevants et pas très positifs dans le sens où c'est plutôt une collecte qui se dirige vers des fonds monétaires obligataires court terme. On investit sur l'investment grade corporate, etc. au détriment des actifs risqués. Actifs risqués, à ce moment-là, on va parler des actifs actions, des fonds actions ou des fonds diversifiés, ou des fonds matières premières, enfin voilà, d'autres types de classes d'actifs, forcément plus spéculatifs, plus risqués. Donc les investisseurs qui investissent peu, et quand ils investissent, c'est sur des fonds monétaires principalement. C'est à peu près 80% de la collecte qui s'est positionnée sur des fonds monétaires ces derniers mois, et ça continue. Quand vous dites décevant de ce point de vue-là, c'est décevant pour l'industrie en termes de business, on peut le dire, Jean-François ? Oui, alors déjà, ça montre bien que les investisseurs sont en attente, puisqu'ils ont du cash, ils ont de la liquidité, ils mettent de côté du cash, donc le particulier va faire la même chose avec son livret A, donc il est en attente, ou le fonds de private equity va vous parler de poudre sèche en disant je garde des cartouches pour pouvoir saisir des opportunités, mais en attendant il ne fait pas grand chose. C'est aussi 200 en termes de mix produit. Vous avez des frais de gestion de 1,5 sur les fonds actions, vous avez des frais de gestion de 5 points de base ou 10 points de base, 0,10, c'est 10 fois moins rentable forcément sur le monétaire, donc c'est pas très très rentable, et donc c'est sûr que pour des sociétés de gestion c'est pas un mouvement très positif. Voilà, les flux aussi, quand on regarde les outils utilisés, ça reste aux 2/3 les ETF qui sont privilégiés. Donc les investisseurs qui investissent quand même ont tendance à privilégier la gestion indicielle. C'est les grands indices mondiaux qui participent à cette collecte. Quand on veut investir, on ne se pose pas trop de questions. On prend le MSCI World, on prend des grands indices mondiaux, le Nasdaq, et puis on se laisse porter. Donc ça montre bien que ce ne sont pas des choix stratégiques sur des convictions fortes, mais plutôt là encore des positions d'attente, j'allais dire. 58% toujours sur l'ESG quand les fonds collectent. Ça fait partie des thématiques qui, j'allais dire, tirent leur épingle du jeu. C'est, je le disais, des fonds monde. C'est des approches plutôt croissance, quand on regarde en détail les fonds actions qui collectent. C'est donc les valeurs de croissance, les valeurs tech, la thématique or aussi, qui a continué à collecter. Donc on voit bien qu'on est toujours sur défensif, prudence, visibilité, qualité sur les valeurs par rapport à ce qu'on avait connu fin 2022 ensemble, où on commettait le retour des cycliques, des bancaires, des matières premières. Ça s'est fortement calmé. Il y a un peu moins de prise de risque aujourd'hui de ce point de vue-là sur les marchés actions spécifiquement. Exactement. Et sur les individus, les gagnants, les perdants et les structures qui collectent, c'est assez peu le local et le régional, puisque forcément les actions européennes ont tendance à décollecter et à moins collecter, et c'est plutôt des acteurs mondiaux qui profitent un peu des grandes thématiques mondiales. Je le disais, les actions mondes, les grands indices, les ETF, l'ESG, etc. C'est plutôt l'apanage des grands gérants. Alors ça ne veut pas dire que les locaux et les régionaux ne font rien, puisqu'on voit des bonnes collectes sur comme Gest. Enfin voilà, donc il y a quand même des stock pickers qui arrivent à collecter, mais c'est quand même pas le gros des troupes. Parmi les poches de déception importantes, il y a la question sur la classe d'actifs des fonds diversifiés, Jean-François, qui subissent effectivement une décollecte continue, permanente, alors avec des performances qui sont très écartelées également. Il y a des très bonnes perfs, et puis il y a aussi pas mal de performances un peu médiocres, moyennes, pas très positives, qui tranchent un peu avec ce qu'on observe quand même sur les marchés depuis 5-6 mois. Je pense que c'est un élément qu'il faut noter. On en parle ensemble sur Bismart, sur un peu les tendances de l'industrie.
économie, on aurait pu croire que, d'une part, c'était une tendance ponctuelle, pas durable, et d'autre part, que 2023 allait redonner un peu de baume au cœur aux gestions diversifiées, 50-50, 60-40, en se disant les marchés obligataires se sont disloqués en 2022, les marchés actions ont beaucoup baissé, on va pouvoir réinvestir sur des approches diversifiées et les réseaux de distribution vont s'engouffrer dans ces investissements. Et en fait, alors c'est pas le cas malgré des performances qui restent honorables. Si vous prenez un 50-50, 50% de CAC 40 plus 50% d'obliques, ça vous donne une performance honorable. En fait, non. Mois après mois, on voit les grands blockbusters et les grands fonds diversifiés décollectés, des grands réseaux sortir de ces fonds, bizarrement, donc c'est le paradoxe. Ça vient de tous les côtés, donc c'est des petites boutiques, c'est des grands gérants, c'est des grands réseaux, c'est PIMCO, c'est JP Morgan, c'est BlackRock, c'est Carmignac, etc., Nordea, et même des petites boutiques DNCA, Grand Large, Amiral Gestion, Varenne, tout le monde, j'allais dire, à la même enseigne. Les grands blockbusters, 100 millions de décollectes par mois, 400-500 millions de décollectes depuis le début de l'année, 1 milliard, 2 milliards de décollectes sur un an. Voilà, vous multipliez par 12 et vous avez ces chiffres. Rythme. Ce rythme, ça veut dire que ça se passe déjà depuis plusieurs mois. Je pense que l'industrie s'est mise en mode collecte sur des fonds de campagne, des approches produits de campagne. Et là, on va avoir des produits structurés, on va avoir le bonus sur le fonds en euros, les réseaux ressortent le fonds en euros, ressortent les produits bancaires, du livret A, des comptes à terme. Il y a une nouvelle concurrence. Il y a une nouvelle concurrence qui se met en place au détriment des actifs, d'une part, dont on ne sait pas trop comment ils vont performer, dans un contexte de marché qui est aussi compliqué. La diversification action obligue a un petit peu du plomb dans l'aile et pose question. Et d'autre part, sur un stock, du coup, qui est plutôt orienté vers ces produits de rendement visible. Quand vous avez un produit structuré et qu'on vous dit 4%, ou quand on vous dit un livret à 3%, c'est loqué, c'est visible, c'est parlant pour l'investisseur, alors que le diversifié flexible, on ne sait pas trop où on va. Bertrand, on va détailler avec vous effectivement la dynamique des marchés actions sur le mois de mai, mais un des trucs qui m'a marqué cette semaine, et c'est vrai que cette semaine a vu un petit retour de volatilité sur les indices actions qu'on n'avait plus depuis des semaines maintenant. On a vu quand même des baisses de 2, 3, 4% peut-être sur 2-3 séances cette semaine pour les indices actions. Quand on regardait la partie obligataire, mais non seulement les taux n'ont pas baissé, mais ils ont monté. C'est-à-dire que cette semaine-là, pour un portefeuille 60-40, 40-60, 70-30, ce que vous voulez, ok, il y a du rendement dans la poche obligataire. Par contre, dès que le marché stresse sur les actifs risqués, on voit que cette partie-là ne sert pas d'amortisseur comme on peut l'imaginer, ou en tout cas comme c'est la mécanique traditionnelle. Oui, il y a une recorrélation. Dès l'instant le risque réapparaît, il ne faut pas oublier que le risque, quand même, sur la partie... d'abord, il y a les banques centrales qui sont pas accommodantes, qui sont en train de monter les taux. Et on est encore sur les stigmates de Silicon Valley Bank et First Republic. C'est-à-dire que là, on ne peut pas dire que tout soit calmé complètement. Donc, il y a eu un coup d'arrêt à mi-mars sur la performance des banques qui ont rendu minimum la moitié de la performance qu'elles avaient accumulée en début d'année. Quand on était là, c'était donc du coup fin février. Je vous parlais des banques qui avaient des très bonnes performances, qui étaient sur le podium. Là, aujourd'hui, elles ne sont plus. Non, mais c'est cette relation action-taux qui n'est pas évidente. Effectivement, on voit que... alors pourtant, le 60-40 a bien marché quand même depuis le début de l'année, parce qu'il y a eu un peu aussi un affaissement des taux, une atténuation, etc., et des marchés actions toujours portés. Mais là, sur cette phase de stress spécifique, ça n'a pas bien fonctionné quand même, la protection. Oui, et puis je pense qu'on est dans une période de prudence manifeste. On le voit sur les flux, on le voit sur les marchés. Le CAC fait 0 sur 3 mois. Les taux longs sont stables. Aux États-Unis, ça fait plusieurs mois qu'on est autour des 3,80. La volatilité est très faible. Donc on est un petit peu. Alors les pessimistes vont dire c'est le calme avant la tempête. On rentre dans une période estivale, donc normalement les flux devraient être très faibles, les volumes très faibles. Et les optimistes, en fait, ont chargé le fusil et se disent tiens, je vais peut-être en profiter s'il y a des dislocations pour revenir sur certaines thématiques. En tout cas, voilà, on est dans cette période de transition qui est un petit peu de lévitation, qui est un petit peu bizarre pour les intervenants. Merci beaucoup Jean-François. Jean-François Bay, directeur général de Cantalis, avec nous chaque dernier vendredi du mois pour ce grand tableau de bord des marchés.
Et Bertrand Lamiel, donc évidemment à nos côtés également, directeur général de Portzamparc Gestion, je le rappelle, avec la dynamique des marchés actions et vos outils d'analyse qui permettent de screener la cote mondiale, européenne, américaine, essentiellement Bertrand. Le mois de mai aura été un mois de correction, on peut le dire, ou de retracement? Alors, correction en Europe, correction plus légère sur le S&P, par contre, gain sur le Nasdaq. Hein. Là, c'est l'outsider. Ouais. Oui, on reste sur des niveaux de participation. Donc, encore une fois, la participation, c'est le pourcentage de titres qui sont inscrits en tendance haussière. On est sur du 25-30%, ça fait 2 ou 3 mois qu'on est là. Et ça, c'est pas beaucoup. Ouais. On a des marchés qui progressent même bien. Hein, le premier trimestre, on gagne 13% sur le premier trimestre. C'est un trimestre exceptionnel. Ouais. Hein, quand on regarde la distribution sur les 20 dernières années, voilà, il y a quelques trimestres qui sont de la 10, donc il y a une belle performance des indices, ça c'est clair. Par contre, on n'est pas dans l'euphorie. Tout ça se concentre en Europe sur, globalement, le luxe et aux États-Unis sur les généraux, donc les fameux Apple, Alphabet, Meta et autres, qui tirent et qui phagocytent la moitié à minima de la performance. Derrière, ça reste compliqué. On a en Europe l'industrie qui redémarre, mais l'industrie c'est un gros secteur, donc il y a à boire et à manger en termes d'activité, mais il y a des grands noms qui donnent plutôt des bons signaux, et là pour nous c'est plutôt porteur. Maintenant il faut se rappeler qu'un marché haussier installé, relativement sain, qui va durer, hein, puisque les phases haussières sont les phases les plus longues dans le marché, on a une participation qui dépasse les 50%. Ouais. C'est-à-dire que là, pour le coup, il y a de la place pour tout le monde en termes de gains. Ouais. Et quand on est en hyper-extension, on arrive à des participations de 90%. Ouais. Voilà, mais je vous dis, aujourd'hui à 30, donc voilà, on peut regarder le verre moitié vide, moitié plein, se dire, bon, ok, il y a de la place pour le reste, ou au contraire, se dire, ça va pas. C'est pas un bull market. En fait, tout le sujet, il va être de savoir... Voilà, qui arrive pour compléter voilà, les performances qui ont été réalisées par le luxe, par les semi-conducteurs et par certaines industrielles. Sur le principe, quand on regarde, les publications étaient bonnes. L'ensemble de la communauté avait plutôt péché par pessimisme. Et donc, ce qu'on voit, c'est que globalement, c'est bon. Et il y a plutôt eu des relèvements de perspectives sur beaucoup de sociétés. Donc, sur le principe, ça va. On a quand même une année 2022 qui était une année de baisse. Donc, globalement, en termes de valorisation, on est revenu sur des niveaux de valorisation. Ce n'est pas encore cadeau, mais en tous les cas, on n'est plus sur des valorisations élevées. En moyenne sur le marché. Surtout si on enlève le top 5 de l'Eurostoxx ou du S&P. Là, oui, on enlève plusieurs points de valorisation quand on exclut les méga-caps américaines. Si on regarde le luxe, historiquement, est très cher. Ouais. Mais vraiment très très cher. Par contre, quand on regarde les généraux, ils sont revenus sur des moyennes historiques de valorisation. Donc là, pour le coup, ils ont des perspectives qui ne cessent d'être revues à la hausse, et on a des niveaux de valorisation qui sont des niveaux de valorisation moyenne des 10, 15, 20 dernières années. Donc là, sur le principe, il y a du potentiel, mais on le voit, les flux... oui, il y en a, mais c'est pour aller sur le monétaire. C'est pas très encourageant. Donc, il manque cette petite étincelle pour que, du coup, ça puisse repartir. Et on voit bien que les discussions sur le plafond de la dette, la guerre en Ukraine, qui est toujours là, bien sûr. Les sujets, l'inflation qui reflue, mais qui reste élevée, les tensions sino-américaines, voilà. Il y a des raisons de s'inquiéter. Oui. Il y a plein de raisons de s'inquiéter, mais c'est juste la vie. Ouais. Ça s'est toujours passé comme ça. Rappelons-nous qu'à un moment donné, on a quand même les États-Unis qui sont allés faire la guerre dans le plus grand champ de pétrole du monde. Ouais. Voilà, on a toujours eu ça. Donc, c'est le principe du mur des craintes, quoi, d'une certaine manière. Voilà. Si on s'arrête à ça, la proba, c'est de louper une future hausse de marché. Alors, oui, la récession, on voit l'Allemagne y est, mais on voit bien que de l'autre côté, aux États-Unis, on reste sur des chiffres forts. On a quand même... Au niveau du chômage, on est un peu partout dans le monde sur des taux super bas de chômage. Récession technique en Allemagne, mais une économie au plein emploi, mais un niveau d'investissement record. C'est pas le sujet. Ça ne veut pas rien dire, quoi. Historiquement, on avait des craintes parce que la variable d'ajustement classique des entreprises, c'était de se dire « Oh là là, ça baisse, j'arrête d'embaucher, voire je sors du monde ». Aujourd'hui, la dynamique, elle est un peu différente. On voit bien que tout le monde, partout, a du mal à embaucher. Donc, il n'est pas évident que cette variable d'ajustement historique soit celle qui soit mise en avant prochainement. Très clair. Et avec des gens qui sont là, qui sont en poste, et qui, du coup, l'idée va se propager, craignent un peu moins pour demain,
c'est une conso qui va tenir. Et la conso, c'est 60 à 70% des PIB. Donc, voilà, on est sur quelque chose où le réflexe d'aller regarder ce qui s'est passé historiquement avec des pincettes. Oui. Alors, on peut il y a des enseignements intéressants. Mais il ne faut pas plaquer complètement le raisonnement. N'allons pas trop vite pour plaquer voilà, de dire ce qui s'est passé historiquement va se repasser encore une fois. Bon, IA générative ? Ça, c'est le moment. Ça, c'est l'acronyme. C'est impressionnant. Alors, tout le monde en parle. Alors, donc, à la fois ceux où c'est légitime. Voilà, on parle à Nvidia, on parle des semi-conducteurs, des trucs comme ça qui nous expliquent, écoutez, voilà comment on va faire, où on voit qu'il y a des différences impressionnantes. Je veux dire, un serveur classique, c'est du 7 000, 10 000 $. Voilà, quand vous prenez un serveur avec de l'IA générative, vous multipliez par 10, 15 ou 20 le prix du serveur. Donc, on voit bien qu'il y a quelque chose. Alors, on parle de nouvelles révolutions. Alors, autant le métaverse, globalement, j'étais très sceptique. Parce que ce qu'on envoyait était quand même, voilà, peut-être pas ma génération, mais quand même. Autant là, quand on voit ce qu'on est capable de produire avec voilà, de l'intelligence artificielle, les bénéfices, on les voit assez rapidement. C'est plus qu'une perspective lointaine. Voilà, c'est tout de suite, et c'est abordable. Enfin, je veux dire, les outils sont faits de telle manière qu'on peut assez rapidement les prendre en main, les déployer. Enfin, il y a des investissements à faire, mais donc ça, c'est quelque chose. Il y aura peut-être une bulle, mais en tous les cas, voilà, il y a quelque chose. Regardez les résultats d'NVIDIA. La perspective, on attendait du 8 milliards, ils nous annoncent du 11 milliards. Enfin, en gros, ils vont faire l'augmentation de chiffre d'affaires qu'ils vont faire, c'est le chiffre d'affaires. Et c'est ça, c'est comme on dit, c'est-à-dire contrairement aux thèmes, parce que le cimetière des thèmes qui font le buzz est quand même assez rempli, entre crypto, blockchain, métaverse, etc. C'est ce que je racontais hier. Je me souviens d'une séance, en pleine séance, Carrefour publiait un communiqué pour dire on utilise la blockchain dans la logistique. Bon, ça n'a pas révolutionné ni le statut boursier de Carrefour, ni le modèle économique de Carrefour. Là, l'IA, comme vous dites, en tout cas chez un acteur comme Nvidia, c'est déjà 11 milliards de ventes, 30% de plus que ce qu'ils attendaient. Là, en ce moment, sur le trimestre en cours, c'est pas dans 10 ans, quoi. Non, c'est parti. Et donc, voilà. Donc, et c'est forcément, ça bouscule un peu tout. Les ratios de valorisation, on se retrouve dans voilà, les schémas qu'on avait dans les années 2000 où c'était très compliqué de valoriser parce qu'en fait, on a besoin de se projeter et avec des croissances qui sont telles que si jamais, alors le risque il est là, c'est que si à un moment donné ça coince, il peut y avoir des retours de bâton qui sont assez sévères. Mais voilà, on est juste au début. 20 fois le chiffre d'affaires Nvidia, là. Ça se paye 20 fois le chiffre d'affaires. C'est un thème, c'est-à-dire que est-ce que ça embarque une partie, on reprend l'idée de largeur, de participation, est-ce que ça embarque une partie importante de la cote ou est-ce que c'est plus, à ce stade, un sujet technologique spécifique qui occupe quelques pure players? Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas la même chose pour un gérant qui veut construire un portefeuille thématique, de se dire j'ai un vrai univers d'investissement large, profond, global. Si c'est juste pour dire il faut avoir du Nvidia, bon, ça fait pas un thème. C'est super pour Nvidia, mais ça fait pas un thème de marché. Non. Alors, bon, Nvidia évidemment. Après, il faut aller regarder parce qu'on peut redescendre dans la chaîne. Il y a des sociétés qui vont être là sur la conception pratique, enfin qui vont mettre une couche de logiciel entre Nvidia qui va être globalement l'architecte et des producteurs qui peut aussi aller, n'oublions pas au milieu de la couche, il y a du ASML, il y a du BE semi-conducteur, donc qui sont là pour fournir les machines à destination d'eux. Donc il y a toute une chaîne à redescendre et donc là il y a encore des sociétés qui peuvent être intéressantes, donc dans véritablement ceux qui vont fournir la solution. Après, ce qu'il faut aller regarder, et là pour le coup il n'y a pas de relais, c'est ceux qui vont aider à mettre en place ces solutions. Donc les Capgemini, les Accenture, et là pour l'instant c'est morne pleine, ça, les ESN ça ne redémarre pas. Même ils souffrent. Parce que pour l'instant les sociétés sont plutôt, enfin les sociétés traditionnelles qui ne sont pas hyper justement dans l'IA, sont plutôt en train de se dire la récession qui arrive, on voit que le comportement des consommateurs ça bouge un peu, c'est un peu volatile, on ne peut pas dire qu'il y a un grand boom, donc ça restera un petit peu sur les budgets. Mais
Après, voilà, il y a d'autres sociétés où on s'aperçoit, voilà, ceux qui ont l'habitude de traiter de la donnée, par exemple, je pense à une société aux États-Unis qui donne des notes aux entreprises à destination des établissements de crédit. Ouais. Bon, bah, eux, ils ont commencé déjà depuis un moment à travailler là-dessus, justement pour extraire de la donnée, faire parler de la donnée et avoir des notes qui aient plus de valeur ajoutée à destination de leurs clients. Je pense que c'est la définition un peu de la rupture, c'est ça qui fait peur et qui aussi perturbe le marché. C'est que d'une part, il y a des acteurs qui ont détecté cette rupture, un peu comme la mise en place d'Internet avec l'e-commerce. Vous dites, j'ai Amazon qui va être la plateforme incontournable, et de facto, par ricochet, vous avez des acteurs traditionnels qui sont impactés négativement. Et donc là, c'est pareil, c'est qu'on se dit, l'intelligence artificielle, quels sont les acteurs qui, traditionnels, n'ont pas vu cette rupture et vont pâtir de ce mouvement. Et puis même, il y a toujours l'effet un peu Courmangy, c'est-à-dire qu'effectivement, un acteur du logiciel, Capgemini ou SAP, sans doute qu'ils vont en profiter, mais est-ce qu'ils passent pas d'abord par une phase douloureuse ? En bourse, Capgemini, tous les jours, ça souffre un peu, et plus le thème de l'IA buzz, monte, plus on voit ces boîtes quand même souffrir sur le plan boursier. L'autre exemple que j'ai en tête, c'est Téléperformance, parce que évidemment, là aussi, on traite de la donnée, relations clients, etc. Et donc on se dit, mais c'est un usage parfait pour eux. En plus, l'IA générative qui permet d'avoir des robots, advisors, etc. Et ben oui, mais bon, qu'est-ce qu'on va faire de tous nos gars entre-temps ? Enfin, comment on va gérer cette transition ? Et Téléperformance, alors il y a eu le choc colombien, etc., mais c'était quand même plutôt revenu, mais ça se retrouve plus bas qu'au moment du choc colombien aujourd'hui. Hein. Le marché n'achète pas l'idée que Téléperformance va tout de suite profiter du thème de l'IA, quoi. Non, il faudra en faire la démonstration, pas juste en parler aux assemblées générales. Il va falloir faire la preuve d'eux. Et puis, dans un premier temps, ça passera par de l'investissement. Donc, bon, c'est tout ça qu'il faut regarder. Mais en tous les cas, oui, quelque chose est en train de se passer de ce point de vue-là. Et sur les semis, au même moment, on a les tensions sino-américaines qui font que, on l'a vu sur Micron, et donc du coup, on commence à regarder les purs producteurs de semis, donc ceux qui arrivent à la fin de la chaîne. Et là, je peux vous assurer que le discours de tous les analystes et des gérants, c'est de demander, il y a combien de chiffres d'affaires sur la Chine ? Et donc là, on voit que pour eux, ça cale. Donc eux, ils ne participent pas à la fête. Plus des chiffres qui sont sortis, et donc il y avait ce côté porté par l'automobile des semi-conducteurs. Il y a 2 ou 3 chiffres qui étaient un peu décevants. Et donc, à ce moment-là, la classique, hein, on oublie tout ce qu'on s'était dit avant, que les véhicules vont être électriques, qu'on consomme de plus en plus. Et là, du coup, c'est à minima coup d'arrêt, voire ça baisse. Donc voilà, on est dans cette période avec un petit peu de retour de volatilité par-dessus qui fait que c'est un petit peu chahuté. Mais voilà, il y a des choses à faire. Mais il n'y a pas que la tech. Il y a des vrais trucs. Enfin, dans la tech, on voit qu'on a aussi des sociétés comme Dassault Systèmes qui étaient passées à côté du rallye, qui sont en train de revenir. Donc là, on commence à avoir des pré-signaux. Donc on voit que le secteur de la tech, là pour le coup, la participation est en train d'augmenter. On voit des sociétés comme Nemetschek, donc c'est des sociétés de logiciels pour assister dans la construction, dans le bâtiment. Qu'est-ce que j'avais noté d'autre ? Enfin, on voit que globalement, le spectre s'élargit sur la tech. Et ça, de ce point de vue-là, c'est plutôt une bonne nouvelle. Il y a toujours le même sujet autour des moyennes, petites capitalisations boursières. Enfin, là, pour le coup, il y a un vrai effet taille. C'est-à-dire que plus vous êtes gros, plus vous attirez de capitaux. Vous me direz, c'est les ETF. Fait un peu boule de neige, etc. Et par contre, tout ce qui est small n'est pas tellement beautiful aujourd'hui du point de vue des investisseurs. Non, et pourtant, on reste, encore une fois, on a eu les publications, il y a des croissances plus fortes, il y a des niveaux de valorisation plus faibles. Il y a quelques opérations aussi. Hein. Oui, mais on voit que l'effet, probablement, si mon analyse, elle vaut ce qu'elle vaut, il y a l'effet ETF. C'est-à-dire quand les capitaux arrivent, dans un premier temps, on achète un indice national, éventuellement un indice sectoriel, mais de toute façon, que ce soit l'un ou l'autre, il n'y a pas de mid et de small dedans. Donc ça, mais le message, il est quand même de faire attention parce que la période de sous-performance qu'on a connue, j'ai regardé, je suis remonté sur 20 ans, on n'a jamais connu de période de sous-performance aussi forte versus les grandes capitalisations. Et par contre, l'enseignement du passé, c'est que quand ça redémarre très vite. Et donc,
là, le risque pour les investisseurs, c'est du coup, ne le regardant pas, de ne pas le voir repartir et de s'en apercevoir trop tard. D'avoir du mal à prendre le train. Et du coup, même s'ils s'en aperçoivent, comme ça démarre vraiment, mais on le voit sur les graphes, quoi. Ça monte fort. C'est de se dire, bien sûr. C'est trop vite, trop fort. Donc, non, mais je voulais dire aussi. Bertrand, vas-y. Pardon, vas-y. Donc, l'idée, c'est de se dire, si vous n'y êtes pas du tout, parce que c'était logique et probablement bien fait de ne pas y être depuis 2018, vous n'avez pas manqué grand-chose. Commencer à un moment donné à remettre un pied dedans, parce que après, on le sait, nous on le voit avec nos investisseurs, parce qu'on a une division conseil. Si vous êtes dedans et si vous avez un pied dedans, dès que ça démarre, c'est plus facile d'en rajouter. Bien sûr. Dans une période compliquée, difficile, de hausse des taux, de plusieurs black ducks, des risques, Chine, Allemagne, etc., il y a une prime aux leaders, il y a une prime aux plus gros, en fait. Donc on se dit, c'est UBS qui rachète Credit Suisse, ou c'est JP Morgan qui rachète SVB, etc. Donc ça rassure, ça donne la visibilité. C'est pour ça qu'on se dirige plutôt vers les leaders, les très gros, et c'est pour ça que les petits passent à la trappe, j'allais dire. Merci beaucoup, messieurs. Merci pour ce tableau de bord des marchés. On vous retrouve tous les mois, le dernier vendredi du mois à 12h30 dans Smart Bourse. Jean-François Bay, Cantalis, et Bertrand Lamiel, Ports en Par Gestion, qui étaient avec nous pendant cette demi-heure.